Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, on commencera par votre rubrique L'art à la une, évidemment comme tous les vendredis. Sybille Aoujane, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire des actualités du secteur. Son invité ensuite sera Violette Taquet, fondatrice de Nomar, une solution de lutte contre le blanchiment d'argent. Le marché de l'art est un secteur à risque. On parlera donc de cet outil qui risque de devenir indispensable pour tous les commissaires-priseurs, galeristes, antiquaires et marchands. Et puis, dans Enjeu Patrimoine aujourd'hui, le prêt relais, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Vous n'avez pas encore vendu votre bien immobilier, mais vous souhaitez en acheter un autre à crédit. La banque peut vous accorder cette avance, mais attention, ce prêt est accordé à certaines conditions de montant, de taux et de durée. Notre invité nous aidera à y voir plus clair et à éviter les pièges aussi du prêt relais. Smart Patrimoine, c'est parti. Mais d'abord, je vous le disais, comme tous les vendredis, votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du secteur. Sybille Aoujane est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Vous allez bien, Sybille? Oui. Que s'est-il passé cette semaine? Dites-nous tout. Alors Eva, une actualité qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à propos d'une foire. C'est un braquage qui a eu lieu à la TEFAF. TEFAF qui est la plus prestigieuse foire d'œuvres et d'antiquités qui a lieu tous les ans à Maastricht, aux Pays-Bas. Alors ça s'est passé le mardi 28 juin à 11h30. Un vol a eu lieu à un stand de bijoux et selon le communiqué de la foire, la police néerlandaise était sur place en quelques minutes et des bijoux ont été volés mais aucun détail supplémentaire n'est connu. Alors au moment des faits, la foire a été évacuée et l'événement a pu rouvrir ses portes jusqu'au dernier jour. Après le braquage, la police a arrêté 2 personnes, un homme de 22 ans, un homme de 26 ans, tous les deux originaires de Belgique, selon le communiqué de la police. D'autres suspects sont toujours recherchés. Et puis, selon plusieurs médias, le butin aurait une valeur environ de 30 millions d'euros et ce braquage aurait eu lieu au niveau du stand du joaillier londonien Symbolic & Chase. Mais le joaillier n'a pas commenté les faits. Quelque chose de plus léger, peut-être des actualités dans le secteur, des maisons de vente aussi, Sybille. Oui, alors c'est une actualité qui concerne Bonhams, qui a beaucoup fait parler d'elle, cette maison de vente, durant toute l'année. D'abord, elle a acheté un espace à Paris, puis elle a acquis 3 maisons de vente cette année en Suède, aux États-Unis et au Danemark. Et c'est désormais la maison de vente française Cornette de Saint-Cyr qui a fait l'objet d'une acquisition par Bonhams. Cornette de Saint-Cyr a été fondée en 1973 par Pierre Cornette de Saint-Cyr. Cette maison de vente s'est développée à Paris, puis à Bruxelles. Et en 2021, le chiffre était particulièrement fort pour cette maison de vente, 43,2 millions d'euros. On connaît cette maison de vente pour des ventes assez notables, des collections du tableau moderne d'Alain Delon en 2007, du mobilier de l'hôtel du Royal Monceau en 2008 et de la succession du peintre franco-japonais Fujita en 2011. Cornette de Saint-Cyr sera renommé Bonhams Cornette de Saint-Cyr et le fils du fondateur, Arnaud Cornette de Saint-Cyr, restera le président. Et est-ce qu'on sait pourquoi Bonhams fait autant d'acquisitions? Oui, alors selon la maison de vente britannique, elle veut vraiment consolider son réseau en France, donc avec aussi qui se cumule avec l'achat d'un espace à Paris, rue de la Paix, il y a un peu moins d'1 an. Et Bruno Vinciguerra, qui est le PDG de Bonhams, a indiqué que cette acquisition était un élément important pour la stratégie de la maison de vente, qui veut équilibrer sa présence mondiale entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et pour rappel, Bonhams a été racheté par un fonds d'investissement britannique Epiris en 2018. Et enfin, Sybille, une actualité qui va faire le lien, je crois, avec notre interview tout à l'heure. Des peintures de Basquiat ont été saisies aux États-Unis. Exactement. Alors, ce sont des informations du journal Le New York Times qui a pu consulter des documents du FBI. 25 œuvres du peintre Jean-Michel Basquiat ont été saisies au musée d'Orlando en Floride. Et elles étaient exposées au sein de l'exposition Heroes and Monsters Jean-Michel Basquiat. Le musée et leurs propriétaires affirment que Basquiat les a peintes en 1982. Elles ont été ensuite revendues pour $5 000 à un scénariste de télévision qui est aujourd'hui décédé. Et ce scénariste les aurait gardées dans un garde-meuble et les aurait oubliées pendant 30 ans. Elles auraient été récupérées dans un entrepôt
à Los Angeles en 2012. Et si leur authenticité est confirmée, ce sont des œuvres qui pourraient valoir plus de 100 millions de dollars. Et pourquoi le FBI a commencé à mener l'enquête alors ? Alors c'est le New York Times qui a d'abord publié ses doutes dans un premier article quant à l'authenticité qui émet des doutes sur l'authenticité de ces œuvres, mystérieusement réapparues après 30 ans. Et puis, un élément aurait aussi mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Alors, sur un carton utilisé pour peindre ces toiles, il y aurait un logo FedEx, dont le design n'a été créé qu'en 1994. Or, c'est 6 ans après la mort de Basquiat. Et donc, l'exposition a dû fermer plus tôt prévu, alors que le FBI a fait sa descente et saisi ces 25 tableaux. Je ne pensais pas qu'on parlerait de FBI aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup, Sybille, pour toutes ces actualités. Votre invitée, on le disait tout de suite, c'est Violette Taquet, fondatrice de Nomar. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Nomar, une solution qui facilite les démarches administratives, c'est ça, face aux obligations légales du marché de l'art. Expliquez-nous un peu ce que c'est cette solution. Alors, en fait, aujourd'hui, la lutte anti-blanchiment de capitaux a été implémentée sur le marché de l'art. Donc, tous les professionnels de l'art, tous ceux qui vendent de l'art à titre professionnel, donc commissaires-priseurs, galeristes, antiquaires, marchands, tous sont concernés par cette lutte et doivent maintenant mettre en place des mesures de vigilance. Donc, ils ont un rôle à jouer eux-mêmes en tant que galeristes. Exactement. En fait, l'idée, c'est pas de dire il y a du blanchiment de capitaux sur le marché de l'art parce que le marché est plein d'escrocs. C'est pas ça du tout. C'est de dire au contraire, vous, les marchands d'art, vous êtes les mieux placés pour détecter les opérations de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Donc, on vous rend responsable, entre guillemets, de cette vigilance et on vous impose maintenant de faire les vérifications auprès du client, auprès de la provenance des œuvres, etc. Donc, vous devez connaître votre client, vous devez analyser les transactions que vous faites. Et donc, vous les aidez à faciliter ces démarches-là, c'est ça ? En fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de textes de loi, il y a énormément de questions à poser aux clients et d'analyse de risque à faire. Et ensuite, il faut aussi se dire, OK, j'ai posé la question, mais quel est le résultat ? Est-ce que c'est risqué ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Donc nous, on fait ça, on a automatisé en fait toute la procédure de vigilance. Donc on certifie aux professionnels qu'on pose les bonnes questions. Et ensuite, on donne un diagnostic. Et on dit, selon les textes de loi, c'est plus ou moins risqué. Et on s'engage aussi à faire évidemment la veille juridique et donc d'assurer les professionnels que tout est mis à jour. Et si un pays devient un pays à risque, ce sera mis à jour dans notre logiciel. Donc si demain ils peuvent vendre à un client de ce pays-là et que le lendemain c'est pas le cas, on les en informera. Parce que comment ça se passe alors vous avez un site internet et donc par exemple je suis galeriste. Comment ça se passe j'ai fait une transaction avec... Est-ce que j'ai déjà fait du coup la transaction ou alors qu'il faut que je m'inscrive avant la transaction pour vérifier que cette transaction n'est pas à risque ? Dans l'idéal, il faut faire la vérification en amont de la vente, donc connaître le client à l'entrée en relation d'affaires avant de faire la transaction. D'accord. Seulement, ce qui peut arriver, c'est que vous fassiez une vente, même à main levée, chez un commissaire-priseur ou autre. Il n'a pas eu le temps de faire toutes les vérifications. Dans ces cas-là, vous pouvez le faire a posteriori. Mais ce qu'il y a, c'est que si, après la vente, vous vous rendez compte que c'était risqué, dans tous les cas, vous serez tenu de faire une déclaration de soupçon à Tracfin, donc qui est la cellule de contrôle et d'enquête en fait, financière. Et c'est une obligation de la part... est-ce qu'il y a vraiment une loi qui structure ce marché, qui oblige tous les marchands ? Donc c'est la 5e directive de lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Et après, c'est une loi européenne. Ok, d'accord. Et après, c'est quand même aussi, par exemple, des compétences que tout le monde n'a pas, parce que quand on va devenir marchand, etc., on ne se dit pas forcément qu'on va faire... vérifier tous ces éléments, et puis c'est des mots qui peuvent un peu faire peur aussi. Comment est-ce qu'il faut avoir peut-être une petite formation, comment faire pour les petites structures qui sont seulement 2 Et bien justement, c'est pour ça qu'on a créé Nomar, c'est que justement, moi je viens un petit peu de cet univers du marché de l'art et j'ai réalisé que cette loi, elle était hyper complexe à mettre en place. Ouais. C'est la même que pour des banques, des HSBC, etc. Donc en fait, là, sur des grosses structures, c'est facile de recruter une équipe et de mettre tout en place. Chez les petites structures, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et donc nous, on a créé cette solution pour dire déjà, au moins, on apporte cette expertise, on automatise les procédures et on vous facilite la vie là-dessus. Donc c'est quand même beaucoup de travail parce qu'il y a un devoir d'enquête sur les clients.
Donc c'est quand même beaucoup de travail, mais au moins on automatise vraiment cette partie-là, on facilite le travail, on apporte l'expertise. Et on va certainement aussi lancer une petite partie e-learning dans le logiciel pour vraiment aussi permettre aux équipes en interne de se former sur ce sujet-là. On n'en a pas parlé, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi le marché de l'art il est particulièrement touché aujourd'hui ou exposé au blanchiment et à la fraude ? Alors, c'est pas aujourd'hui, je pense que ça a toujours été. Ça a toujours été, seulement, voilà, il y a les records de vente font grand bruit, le marché de l'art est souvent sous le feu des projecteurs, mais ça fait un moment que cette loi a été mise en place. Alors, elle s'endurcit un petit peu d'année en année, mais ça fait depuis les années 2000 que cette loi est mise en place. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de scandales qui éclatent. Typiquement, dernièrement, c'était le scandale au Louvre. Et c'est des énormes réseaux en fait, de trafic d'œuvres d'art qui financent le terrorisme et par le blanchiment de capitaux, qui sont mis en lumière. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et en fait, le gouvernement, aujourd'hui, met l'accent sur cette lutte. Mais c'est à l'échelle européenne, hein, dans tous les pays d'Europe, on peut voir les contrôles s'intensifier, la lutte anti-blanchiment s'intensifier, et donc c'est assez actuel. Parce qu'il y a quand même des fragilités dans ce secteur, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont... les prix, par exemple, sont assez subjectifs, c'est du relationnel. Il y a une culture du secret aussi. Il y a une culture une culture du secret sur le marché de l'art, les prix sont volatiles en effet, et puis voilà, cette culture du secret fait qu'on n'a pas envie on connaît notre client, on lui parle, souvent on le voit en physique ou on l'a en téléphone. Au téléphone, on parle d'art, il y a beaucoup d'affect, et donc c'est assez difficile de poser des questions très précises sur votre résidence fiscale, vos sources de revenus. C'est assez compliqué. Ça va jusqu'où ce travail d'enquête des professionnels? Parce qu'on ne va pas demander aussi à des professionnels du secteur de vérifier jusqu'à la carte d'identité, qu'elle soit juste. Enfin, je veux dire, après, il y a plein de choses qui sont hors de leur portée quand même. Aujourd'hui, ils ont vraiment un devoir d'enquête. Nous, on les guide au travers de ce devoir d'enquête. Le but, c'est d'avoir un maximum, de collecter un maximum d'informations pour vérifier la cohérence en fait de la transaction. Se dire bah oui, mon client, il est collectionneur, je sais ce qu'il fait comme métier. En fait, sa demande est entre guillemets cohérente, justifiée, et c'est tout à fait logique qu'il m'achète cette œuvre-là. Et par contre, les incohérences doivent être repérées. Et nous, on permet de les repérer. D'accord, et alors comment ça se passe s'il y a une incohérence? Alors du coup, c'est là que c'est délicat. Il y a certaines incohérences qui ne sont pas très graves. Donc nous, c'est pour ça qu'on pose toutes les questions. Et chaque réponse a un score. C'est là qu'on fait notre diagnostic. Et pondéré. Et en fait, une petite incohérence, ce n'est pas grave si ce n'est pas un expert aguerri, un collectionneur aguerri, ce n'est pas dramatique. Mais si c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, là, nous, on met un warning et on dit attention, là... c'est douteux, il va falloir enquêter davantage ou alors arrêter la relation d'affaires, stopper la relation d'affaires et ne pas faire la transaction avec ce client. D'accord. Ou faire une dénonciation si vous faites la transaction. Et parce que voilà, si on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de douteux, il faut après le déclarer à la police. Ouais, à Tracfin. À Tracfin. Ouais. Donc la cellule de contrôle et d'enquête en France. Oui, il faut le déclarer. Il faut faire ce qu'ils appellent une déclaration de soupçon. Donc c'est quelque chose qui fait très peur aux marchands d'art. Souvent, ça les fait réagir parce qu'évidemment, c'est bizarre de se dire je travaille avec un client et je vais devoir le dénoncer. C'est de la délation, c'est des mots durs qu'ils emploient, mais eux trouvent ça vraiment difficile et c'est la partie la plus difficile à accepter de la part des marchands d'art aujourd'hui, ce que moi, je comprends très bien. Donc c'est pour ça que nous, on arrive avec un diagnostic, on donne le résultat du score et on dit bon, maintenant, vous prenez vos décisions, mais au moins, voilà, c'est pas... blanc ou noir, c'est on vous aide vraiment à la prise de décision. Déclaration de soupçon, après, est-ce que la personne, elle ne le sait pas qu'il y a une déclaration de soupçon? C'est anonyme, oui. D'accord. Et pour le monde du numérique, est-ce que ça va jouer est-ce qu'il va y avoir encore plus du coup de choses à faire, de doutes soulevés, parce qu'il y a peut-être des transactions liées au NFT, etc. Est-ce que vous vous êtes posé la question là-dessus? Alors ouais, nous on vérifie aussi les transactions qui sont payées, enfin les transactions de NFT ou qui sont payées avec des crypto-monnaies. Donc on traite toutes les transactions du marché de l'art en fait. Mais elles sont plus compliquées à traiter, celles-là? Pas beaucoup plus. Non. En fait, en fonction de la réponse, oui, c'est de la crypto-monnaie, laquelle, dans quelles conditions. Et là aussi, il y a aussi une analyse de risque du client, de son attitude, etc. En fait, il y a plein de transactions en crypto-monnaie de NFT qui sont tout à fait bien. Et en fait, c'est là où, voilà, c'est juste, il n'y a pas d'avis, c'est du
c'est du factuel. Selon la loi, au regard de la loi, c'est risqué, ça ne l'est pas. Et donc, je pense que le secteur du marché de l'art, dans tous les cas, il y a toujours eu, entre guillemets, de la criminalité, mais surtout les marchés, du blanchiment. Et donc, il y avait d'anciennes méthodes. Aujourd'hui, elles sont facilement repérées. Évidemment, le numérique, les criminels du marché de l'art vont s'en servir aussi. Je pense que c'est pas forcément la démultiplication. Il faut arrêter aussi de penser que c'est un marché... de criminels, ce n'est pas le cas. Et au contraire, c'est justement un marché qui est absolument incroyable et fait de gens passionnés. Est-ce qu'on se fixe des objectifs à un moment quand on crée une solution comme celle-là? D'ailleurs, on ne vous a pas demandé niveau français, niveau européen, puisque vous parliez de réglementation européenne. Ouais. Aujourd'hui, vous traitez les cas français, mais aussi européens? Alors, c'est une directive européenne, mais chaque pays en fait son application, avec les différents organismes de contrôle, etc. Donc Nomar intervient spécifiquement aujourd'hui en France? Oui, en France. Donc, on est 100% conforme au texte de loi français. Demain, à la fin de l'année, on ouvrirait la Belgique. Est-ce que vous vous donnez des objectifs, justement? Aujourd'hui, on crée une solution pour éviter les transactions frauduleuses. Est-ce que, sur les chiffres, on va dire, de manière globale, on arrive à se dire, oui, en 3 ans, là, on a réduit très clairement, très concrètement, le risque de transactions frauduleuses ou le nombre de transactions frauduleuses de tel pourcentage? Alors, c'est difficile parce que ça marche comme ça. En fait, il n'y avait pas d'analyse avant, donc on n'a pas vraiment de chiffres sur ce qui se passait avant. Donc, c'est assez compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, là, on va vraiment accompagner les professionnels de l'art. On va de plus en plus, en fait, faire grandir notre outil aussi avec l'utilisation des professionnels. Et c'est ça qui est intéressant. Il y aura toute la partie jurisprudence aussi, parce que les sanctions vont commencer à tomber, parce que là, les contrôles ont commencé. Moi, j'ai quelques galeries qui m'ont appelé. Et donc, les contrôles ont commencé... donc je pense que là c'est une vague de... Voilà, il faut faire attention, il faut se prémunir contre... en tout cas, mettre en place les mesures de vigilance en interne. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose de super important. Les chiffres, on les verra dans quelques années. Ouais, c'est ça. On aura ce recul-là seulement dans quelques années. Écoutez, merci beaucoup Violette Taquet d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, aux questions de Sybille Aoujane. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de Nomar. Merci beaucoup d'être venue nous voir sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup Sybille. On vous retrouve la semaine prochaine dans Smart Patrimoine. Super. À la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est reparti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, le prêt relais, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Vous pourriez en avoir besoin si vous souhaitez acheter un bien à crédit alors que vous n'avez pas encore vendu celui que vous détenez. On vous dit tout aujourd'hui sur les atouts et les pièges du prêt relais avec notre invitée Cécile Rocklor, directrice des études d'Empruntis, nous accompagne. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition peut-être un peu plus claire, un peu plus juridique du prêt relais? Je ne sais pas si j'en ai donné une bonne. Elle était excellente, puisqu'effectivement, c'est en fait une avance de trésorerie, un découvert de très grande taille que va vous faire la banque si vous souhaitez acheter un bien immobilier, alors même que vous êtes toujours propriétaire de votre premier bien. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des secondos accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la deuxième fois en ayant déjà un bien comme résidence principale. Est-ce qu'il existe différents types de prêt relais? Oui, tout à fait, vous avez raison. Il y a différentes typologies en fonction de la situation de l'emprunteur. Si je suis âgée, j'ai 60-65 ans, j'ai une grande maison et puis je me dis je vais rentrer plutôt en petite couronne ou dans une ville, acheter un bien plus petit, je vais certainement avoir un bien immobilier qui a une valeur supérieure à celui que je vais acheter ensuite. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un prêt relais sec, c'est-à-dire que vous n'allez financer votre opération en attendant la vente, mais vous n'avez pas besoin de prêt complémentaire. Et puis on a le cas opposé, c'est je suis un jeune couple, on avait un petit 2 pièces, on a envie de fonder une famille. Je vais acheter plus grand et plus cher. Exactement, plus grand. Et là du coup on va avoir un différentiel entre le bien qu'on va vendre et celui qu'on va acheter qui sera beaucoup plus cher. Et là on va avoir besoin d'un prêt relais adossé à un prêt classique. Et c'est pas exactement le même montage, mais on est là pour éclairer justement dans ce genre de situation.
Je parlais de conditions tout à l'heure en préambule de cette émission. Quelles conditions faut-il remplir, je ne sais pas, peut-être impérativement pour accéder à ce prêt relais? Alors, il y a des conditions classiques d'éligibilité au financement, la bonne gestion des comptes, un peu d'épargne. La spécificité de ce type d'opération, c'est la valeur du bien qui va être mis en vente. La banque va être très attentive à la valeur du bien, puisque le but du jeu dans un prêt relais, c'est de faire le plus court possible et de vendre le plus vite possible. Donc, on va regarder la valeur du bien. Il y a des banques qui vont vous demander d'avoir 2 estimations. Il y a des banques qui vont missionner un expert pour identifier la valeur du bien que vous allez vendre. C'est eux qui veulent faire leur propre expertise. Exactement. C'est vraiment, il y a les 2 types de fonctionnement sur le marché. Et en fonction de ça, la banque va dire, je vais prendre la valeur du bien, je vais enlever ce que vous devez encore à la banque pour rembourser ce bien. Et puis ensuite, je vais appliquer une pondération parce que je sais que vous pouvez avoir besoin de marge de négociation sur le bien et donc je ne peux pas prendre 100% de la valeur. En général, on parle en moyenne 70%. On peut aller au-delà. Si le bien est sous compromis, par exemple, vous allez avoir des banques qui vont accepter de prendre 90% de la différence entre la valeur du bien et le capital restendu, le montant remboursé à la banque. Mais donc, est-ce qu'il y a un rapport avec le montant ou ça peu importe, entre 100 000, 200 000, 300 000 euros? Non, c'est vraiment lié au montant du bien et à la dette que vous avez encore sur ce bien. Et puis aux besoins de financement que vous avez, parce que si vous n'avez pas besoin d'un énorme financement, la banque ne vous posera pas de problème. Après, il faut savoir qu'on a des règles en matière de taux d'endettement, donc la banque va être très vigilante à votre situation pendant le pré-relais et après, pour éviter que vous soyez en difficulté si toutefois le bien ne se vendait pas. Comme d'habitude, comme tout organisme de crédit, évidemment, ils sont vigilants. Est-ce que toutes les banques proposent ce service aujourd'hui? Oui, toutes vont le proposer, mais toutes n'ont pas la même analyse du risque. Et puis, ça va dépendre des marchés. Si vous êtes dans une grande ville ou dans un secteur très dynamique, la banque, elle est en confiance parce qu'elle sait que les biens partent vite et elle se dit, de toute façon, le pré-relais qui peut être long sera beaucoup plus court parce que ça va se vendre très bien. On a une bonne dynamique de marché. Si vous êtes sur un marché un peu plus détendu, où les biens mettent du temps à partir, la banque, elle ne refusera pas forcément votre financement en pré-relais, mais par contre, elle va vous dire, en fait, moi, je ne vais pas prendre 70%, je vais prendre 60% ou je vais prendre 50% parce que je pense qu'il y a un risque et donc je vais prendre des marges de manœuvre et prendre moins de risques sur le montant de votre financement. Est-ce que dans les faits, ce pré-relais, il est beaucoup utilisé? Alors, il est de plus en plus utilisé, vous avez raison, parce qu'en fait, depuis 3 ans, le marché immobilier en France est extrêmement dynamique. Les emprunteurs sont en confiance. En 2022, c'est 42% de ceux qu'on appelle donc les secondo-accédants qui vont faire appel à un pré-relais. C'était 33% il y a encore 3 ans. Donc, plus 10 points, c'est vraiment le signe d'une confiance dans le marché. Alors, autant à l'achat qu'à la vente. Parce qu'en fait, vous ne vous départissez pas de votre bien avant d'avoir trouvé, parce que vous savez qu'il y a du monde sur le marché, qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, et que du coup, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté à trouver le bon bien et à arriver à l'acheter. Du coup, les emprunteurs se disent... Il y a de la tension sur l'achat, je prends un risque de ne pas trouver mon bien, je préfère sécuriser mon opération en trouvant d'abord et en vendant ensuite. Et puis comme il y a beaucoup de demandes, je devrais vendre facilement si votre bien est au prix du marché. Une idée reçue, Cécile, aussi sur le pré-relais, c'est qu'on serait sur un taux assez élevé. À combien s'élève exactement le taux d'emprunt actuellement et est-ce que c'est véritablement très élevé ou est-ce que c'est avantageux tout de même? Alors, les taux de pré-relais, en général, si vous faites un pré-relais adossé à un prêt classique, donc vous avez besoin d'agrandir, en général, on va avoir à peu près le même taux. Les banques vont adosser les 2 taux pour que ça soit simple pour l'emprunteur. En fonction des banques, ça va être très variable. On va partir sur du 1,7% jusqu'à du 2,30% en fonction des banques, donc ça fait quand même un écart significatif. Est-ce que c'est cher? Ça va dépendre de votre projet. Si vous avez envie d'être sécurisé, que vous avez peur de ce type de financement, que vous ne savez pas trop si votre bien va bien partir, si il n'est pas très attractif, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux sécuriser votre opération et vous mettre en location, mais le coût d'une location, est-ce que c'est moins cher ou plus cher que mon pré-relais? Et c'est là où il va falloir faire un calcul. Mais en fait, encore une fois, si vous estimez bien votre bien, si vous le mettez au bon prix, et si vous faites en sorte qu'il parte vite, votre pré-relais, vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Le but du jeu avec un pré-relais, c'est de vendre en maximum 6 mois. 6 mois. En moyenne, c'est ce qui se passe? Oui, et sur les marchés dynamiques, en fait, vous avez même des fois un compromis qui est signé alors même qu'on vous venez juste de faire votre pré-relais. Donc, ça peut aller très, très vite. Vraiment, l'enjeu d'un pré-relais, c'est le bon prix pour que le bien parte le plus vite possible et que vous remboursiez votre pré-relais le plus rapidement possible. Et vraiment, c'est la qualité de votre opération. Et c'est ça qui va faire que le pré-relais devient intéressant. Si vous avez un bien qui est en dehors des prix du marché, vous en voulez trop, vous allez avoir un temps long et vous allez payer plus
plus d'intérêt et c'est là où ça devient un peu plus cher, mais c'est vraiment une bonne opération. Je peux me permettre juste de rebondir sur ce que vous disiez, ou le mettre en location, si jamais, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui, actuellement, au prêt relais. Alors, vous avez des banques qui vont vous proposer des dispositifs qui sont finalement un montage marketing du pré-relais. Ouais. Elles vont vous faire un pré-relais embarqué dans... En fait, elles vont vous faire une enveloppe globale qui va embarquer le financement sur le court terme en attendant la vente, le prêt classique. Elles vont même pouvoir vous racheter le capital qui restait à la banque à rembourser pour votre premier bien, avec un objectif de toute façon de faire un remboursement anticipé au moment de la vente du bien. Mais vous avez toujours, quand vous avez cette opération d'achat et de vente, un achat-revente, de nécessité de vendre le bien le plus rapidement possible pour rembourser le trop perçu à la banque et pouvoir ensuite avoir des mensualités qui soient dans votre budget. Que se passe-t-il quand on n'arrive pas à vendre son bien ? Alors, c'est là où le bas blesse, et c'est souvent là où les gens sont inquiets, et c'est ce qui peut faire peur avec un pré-relais. Vous allez toujours pouvoir négocier avec la banque un rallongement. En général, les pré-relais sont faits sur 12 mois. On peut les rallonger jusqu'à 24 mois. Et si vous êtes en difficulté au-delà de 24 mois, vous allez pouvoir négocier avec la banque quelques mois supplémentaires. Mais ça va augmenter le coût de votre financement. Vous allez en général commencer à rembourser du crédit parce qu'on va mettre en place des différés pour vous permettre de ne pas avoir tout à rembourser pendant l'opération de revente. Donc, il y a toujours un terrain de négociation. Mais le vrai problème, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, si vous n'avez pas vendu au bout de 12 ou 24 mois, c'est que votre bien, il n'est pas au prix du marché et ça ne va pas s'arranger avec le temps. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est presque au moment de l'expertise, finalement, il faut une bonne expertise pour être sûr que son bien se vendra éventuellement. C'est vraiment l'enjeu du pré-relais, c'est la vente au bon prix et la vente la plus rapide. Si on voit qu'au bout de quelques mois, on n'a pas suffisamment de touches, qu'on semble peiner à faire la vente, il faut se poser des questions, un peu de home staging pour rendre le bien plus attrayant, baisser un petit peu son prix pour revenir dans les prix du marché. Vraiment, l'objectif, c'est la bonne estimation, le bien au prix juste. Et c'est pour ça que les banques, parfois, demandent une expertise extérieure. C'est qu'elles ont besoin d'être rassurées sur le fait que le bien va se vendre. Donc, avantage, inconvénient, la balance, on est où, Cécile ? C'est quand même avantageux comme dispositif parce que, encore une fois, si vous êtes dans un marché dynamique, vous ne prenez pas de risque parce qu'en fait, l'opération, elle va se faire globalement dans 6 mois, voire 12 mois, si vous avez besoin de négocier une vente longue. Mais globalement, ça se passe toujours bien. On a eu des difficultés dans le passé qui étaient souvent liées à des surestimations de biens, pas tant au montage financier, mais à la valeur du bien qui était mis, ou alors à des emprunteurs qui mettaient beaucoup de valeur sentimentale dans un bien, qui n'était pas forcément perçu par les acheteurs potentiels, et ça arrive malheureusement souvent. Donc vraiment, c'est un découvert, il faut en avoir conscience, c'est pas un prêt gratuit, ça a un impact financier, mais ça vous permet sereinement d'opérer une transition entre 2 résidences principales sans avoir à louer un endroit de stockage, sans vous mettre en location, sans changer les enfants d'école si vous êtes dans cette situation-là. Donc ça présente beaucoup d'avantages, mais encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'estimation du bien et faire en sorte que ça parte le plus vite possible. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Cécile Roquelaure, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir tout expliqué sur ce pré-relais. Je rappelle, vous êtes directrice des études d'Empruntis. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Nicolas Pagnès, bien sûr, à la présentation de ce rendez-vous. Très bon week-end à tous sur Bismart et à très vite.